Bonjour et bienvenue à la première conférence de l'après-midi. Donc, Alban va vous présenter sa conférence qui s'appelle Excursion cosmique vers la transformation agile. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais remercier Agile Grenoble et tous les sponsors. J'ai un lien particulier avec Agile Grenoble parce que j'y vais tous les ans et je pense que ça a été mon premier lien avec l'agilité il y a quelques années. Donc je voulais vraiment remercier Agile Grenoble pour l'invitation. Je suis vraiment très très contente d'être là aujourd'hui et du coup tous les sponsors qui font que cet événement peut avoir lieu. Donc aujourd'hui, j'attends juste que le slide passe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'excursion cosmique vers la transformation agile. Alors en fait, cette conférence, elle a deux dimensions. On n'est pas encore parti dans l'univers, je vous parle déjà de dimensions. Elle a deux dimensions. Elle a une dimension vraiment physique. Ça veut dire que vous allez découvrir comment se forme une étoile. Et une autre dimension, bien sûr, sur la transformation agile. On va voir petit à petit, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière une transformation, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc, on va partir en voyage. Et donc, on va pas partir tout seul, mais déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Alban Véron et dans une ancienne vie, j'étais astrophysicienne. Donc, j'ai fait de la recherche en astrophysique à Grenoble et particulièrement sur une étape de formation des étoiles. C'est pour ça que je vais vous embarquer un petit peu là-dedans. Avant, du coup, de partir sur l'agilité avec une spécialisation en design thinking et en design sprint. Et donc, je suis actuellement coach agile chez CGI. Et on va partir également avec Marie Vidalinche, qui est une illustratrice et du coup, qui a illustré tout ce que vous allez voir dans cette conférence aujourd'hui. Donc, autant le fond de la slide que vous voyez actuellement que les illustrations par la suite. Vous verrez, elle a fait un gros travail dessus, donc n'hésitez pas par moment, si vous voulez, à mettre en grand le slide, puisqu'elle a beaucoup travaillé et elle est également consultante en conduite du changement à CGI également. Donc, on va pouvoir partir ensemble. Mais avant de se lancer complètement dans l'univers, on va prendre un petit peu de recul. On va regarder un peu depuis la Terre, on va observer le ciel. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est ce qu'on appelle un fond cosmique. Un fond cosmique, là, ce que vous voyez, c'est énormément de matière lumineuse. Donc, vous voyez des étoiles, en l'occurrence des amas d'étoiles, des galaxies, des amas de galaxies. Vous voyez vraiment beaucoup, beaucoup de matière lumineuse. Mais en réalité, ce que vous voyez là, c'est que 1/700e de la matière qu'il y a réellement sur cette image. Parce qu'en fait, il y a plein de matière qui n'est pas lumineuse. Par elle-même, il y a plein d'autres choses. Et j'ai un peu la sensation que pour l'agilité, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'agilité et des transformations agiles, mais finalement, est-ce qu'on ne voit pas que ce que on nous raconte ou ce que les entreprises veulent bien nous montrer? Qu'est-ce qui se passe réellement derrière ces transformations? Est-ce qu'on sait vraiment? Je peux vous donner l'exemple, on peut parler de Spotify par exemple, qui est une entreprise qui a co-créé sa méthode agile, on va dire ça comme ça, qui l'a partagée en disant notamment qu'on pouvait s'inspirer, pas forcément le copier. Bon, après, on sait que beaucoup de gens ont aimé le copier quand même. Ils l'ont créé et tout le monde s'est dit c'est génial. Et au final, est-ce que ça a vraiment marché dans l'entreprise? Déjà, c'est une entreprise qui a grandi très, très vite, donc qui a évolué très rapidement. Donc, est-ce que son modèle a suivi? On ne sait pas. Et on voit aujourd'hui des articles qui commencent à arriver de personnes à l'intérieur de Spotify qui disent « Ok, peut-être que ça n'a pas si bien marché que ça, ou peut-être que si. » Mais dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est ce que les entreprises veulent nous montrer. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir en voyage. On va voyager dans l'univers pour aller voir une transformation de A à Z. Donc, il va y avoir un petit peu un Rex aussi en même temps que cette conférence. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. J'ai pu participer à une transformation agile pendant presque 2 ans. Et du coup, je vais vous exposer un petit peu toutes les étapes, tout ce qui s'est passé. Je vous ai pas dit juste au début, mais au niveau des questions, je les prendrai à la fin. Et si vous voudrez monter sur scène à ce moment-là, vous pourrez. Mais je regarde le chat quand même s'il y a vraiment des questions importantes à des moments spécifiques. Ok.
Donc, on veut partir dans l'espace, on va se préparer un petit peu quand même avant, on va se poser quelques questions et les entreprises ont besoin de se poser certaines questions avant de lancer leur transformation. La première, déjà, c'est qu'est-ce qu'une transformation? Une transformation, on parle souvent donc d'évolution, on veut aller vers ce qu'on appelle du progrès. Donc, ça implique des changements, ça implique des remises en question, mais surtout des changements qui sont profonds. Quand on fait une transformation, en général, on ne transforme pas juste une équipe. La transformation, elle est grande dans l'entreprise. On parle de transformation d'une entreprise. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des changements sur toutes les strates d'une entreprise. Je tiens à dire quand même qu'une transformation, elle peut venir dans tout type d'entreprise, que ce soit une petite, une moyenne ou une grande entreprise. C'est quand même important de le dire. Donc déjà, une transformation, c'est pas anodin, c'est un grand chantier. Ensuite, quels sont nos objectifs? En général, on ne cherche pas à se transformer juste pour se transformer. Donc, quel est l'objectif de notre transformation? Dans le contexte actuel, il y a énormément de concurrence. Aujourd'hui, le client a un pouvoir, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir s'adapter à nos clients, à cet environnement qui est tout le temps en mouvement et qui avance très vite. Donc, ça veut dire que nos entreprises doivent être innovantes et être toujours sur de l'amélioration continue au risque de devenir obsolètes ou de se faire dépasser du coup par ses concurrents. Ça, c'est notre environnement, c'est peut-être l'objectif global de pourquoi des transformations se mettent en place aujourd'hui dans les entreprises. Et ça, c'est le plus grand. Pour chaque entreprise, il va y avoir des cibles, des objectifs spécifiques qui les poussent à vouloir se transformer. Et ça, c'est très important que l'entreprise, elle soit au clair sur quels sont ses objectifs, quelles sont ses cibles, parce qu'elle va avoir besoin de les partager au reste de l'entreprise pour avoir une vision commune. Et ça, on va y venir plus tard en détail. Mais c'est important, vraiment, de dire pourquoi on se transforme. Quel est notre contexte? Pourquoi on veut faire cette transformation-là? C'est très, très important. Et notre dernier point, du coup, c'est, OK, je vous parle de transformation. Des transformations, il y en a plein de possibles. Là, on parle d'une transformation agile. Donc, pourquoi on irait sur de l'agilité? Donc là, je vais y passer aussi très rapidement. C'est juste notre starter pack. Mais une des bases de l'agilité, c'est quand même la collaboration. Donc, ça va permettre, en fait, de pouvoir impliquer l'ensemble des personnes dans la transformation. On a un point également sur l'autonomie. On veut que notre transformation, elle soit pérenne, qu'elle continue dans le temps, pas que ce soit un one-shot et que dans 5 ans, on soit obligé de tout recommencer. Et du coup, elle va aussi se baser sur l'intelligence collective et ça me paraît vraiment important que tout le monde puisse participer à cette transformation. Et finalement, avec ces piliers-là, on va créer une sorte de moteur autosuffisant qui va tourner tout seul, finalement comme une étoile. Donc, on y vient. Maintenant qu'on s'est posé ces questions, donc on est d'accord que ces questions, elles vont être importantes aussi dans l'entreprise. Elle va devoir se les poser avant de lancer sa transfo. Mais nous, maintenant, on est prêts. C'était un petit starter pack très rapide. On va pouvoir se lancer dans l'univers. Vous êtes prêts? Je vous présente une galaxie. Donc, cette galaxie, elle a été prise quand je travaillais en astrophysique à l'Observatoire de Haute-Provence. Donc, c'est pas Hubble, mais elle est quand même jolie déjà. Donc, on a une galaxie, c'est notre entreprise. Elle représente notre entreprise. Cette galaxie, comme vous pouvez le voir, c'est une galaxie spirale. Donc, elle a des bras en spirale, comme la nôtre, celle dans laquelle on est actuellement. C'est une galaxie spirale, donc elle est structurée. Elle est structurée, elle peut être peut-être qu'il y a des BU, des secteurs, peu importe, des départements. Elle représente aujourd'hui l'entreprise sur laquelle on va mettre en place une transformation. Au cœur de cette galaxie, on a ce qu'on appelle un trou noir. Le trou noir, pour notre entreprise, il représente la culture d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, la culture d'entreprise, elle se nourrit de l'ensemble de l'entreprise. Elle se nourrit de toutes les personnes qui la composent et de toutes les personnalités, de tous les secteurs de métier, de tous les skills qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Donc, c'est notre culture d'entreprise et il faut savoir qu'elle changera en dernier. Parfois, on a tendance à vouloir changer en premier la culture d'entreprise quand on fait une transformation, mais vu qu'elle se nourrit de tout le monde, forcément, ça va aller dans l'autre sens. Donc, la culture d'entreprise, c'est ce qui changera en dernier dans votre transformation. C'est important de l'avoir en tête. Donc là, on a notre entreprise. Comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu aussi un REX. Donc, on va suivre cette entreprise-là. Pour vous donner un peu du contexte, on va se placer dans une entreprise de la taille à peu près de la France. Donc, une entreprise qui est déjà grande. Et on va aller s'intéresser déjà à un département de cette entreprise, tout simplement parce que notre transformation, quand on a une grande entreprise comme ça, on est d'accord que pas
toute l'entreprise va se transformer d'un coup. Il faut bien qu'on commence quelque part. L'idée est bien arrivée quelque part. C'est pas toute la France dans l'entreprise qui s'est réveillée un matin. Il faut changer pile ça. Donc, on va aller zoomer dans cette galaxie, dans cette entreprise et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va aller dans un département. On vient de zoomer, du coup, dans un bout de notre galaxie, dans notre galaxie spirale. Et sur quoi on tombe? Un nuage moléculaire. Alors, un nuage moléculaire, c'est aussi appelé une galaxie. Pardon, pas une galaxie, une nébuleuse. Donc, c'est exactement ce que vous avez derrière aussi. Une nébuleuse. Et qu'est-ce qu'une nébuleuse? C'est là où naissent les étoiles. Donc, en fait, c'est un nuage où à l'intérieur, vous avez différentes particules, vous avez des gaz et vous allez avoir aussi des poussières. Et qu'est-ce qui représente finalement, là, dans notre département, parce que finalement, c'est le département que l'on voit, et ben en fait, c'est les différents métiers, c'est les différentes personnalités, les différentes personnes qui sont là avec leurs skills, avec tout ce qu'ils viennent apporter. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore démarré de transfert, hein, on se place juste dans le contexte. On a un département. Et j'ai envie de vous dire que tout est déjà là. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, en réalité, dans notre nuage, là, actuellement, dans l'univers, sur les petites poussières, en fait, il y a de la glace. Donc, il y a de l'eau. Donc, finalement, l'eau que vous pouvez trouver sur Terre aujourd'hui, s'est formée dans ce nuage, donc avant même que le Soleil ne se forme. C'est quand même important. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que tout est déjà là pour commencer une transformation. Les personnes sont là avec leurs capacités. Il faut leur faire confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a notre nuage, donc comme je vous le disais, et on va avoir ce qu'on appelle une instabilité gravitationnelle. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Vous le voyez au centre de l'image. En fait, on commence à avoir de la matière qui vient en un seul endroit. Donc, on a de la matière qui commence à se regrouper. Donc, différentes personnes, finalement, différentes particules. Donc là, en fait, c'est quand notre entreprise, elle va commencer à se dire qu'elle veut se transformer. Elle va commencer à se poser des questions et donc à regrouper un certain nombre de personnes à l'intérieur. Bien sûr, à ce moment-là, on n'a pas encore tout le monde de compris. C'est vraiment le tout début. C'est aussi à ce moment-là qu'on va détecter les personnes qui sont vraiment moteurs, enfin qui vont être vraiment moteurs de la transformation. C'est le moment de détecter aussi les sponsors et aussi, souvent, une transformation, elle vient quand même du management de base. Donc, on va avoir des personnes du management qu'il va falloir embarquer dans cette transformation. C'est le tout début. On vient de se poser les questions qu'on a vues précédemment. Donc, on va commencer à définir notre objectif et du coup, avoir une vision pour qu'on puisse la partager. La partager avec l'ensemble, là, déjà, du département. Qu'est-ce qui se passe, nous, là, dans l'univers? On a notre nébuleuse. On commence à avoir une instabilité de la matière qui vient se mettre ensemble. On va arriver à une première étape de formation de l'étoile qui s'appelle une proto-étoile. Donc, qu'est-ce qui se passe là d'un point de vue physique déjà? D'un point de vue physique, on a notre étoile au centre que vous voyez et autour, on a de la matière qui forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Donc, c'est de la matière qui tourne et qui va venir tomber dans l'étoile. Cette matière, elle vient d'où? Du nuage. Donc, en fait, là, c'est tout le temps que la matière va avoir besoin pour aller jusqu'au centre de l'étoile. Si on se place dans notre entreprise, en fait, ce temps-là, c'est l'accompagnement que vont avoir besoin les personnes, autant dans les équipes, autant que le management, pour aller rejoindre et pour aller co-créer cette transformation. Donc oui, il faut du temps parce qu'il va peut-être, on a du changement, on l'a dit tout à l'heure, c'est des changements profonds. Le changement, c'est pas facile pour le cerveau humain. Si par exemple, là, vous avez une montre au poignet droit et que je viens la mettre au poignet gauche, vous êtes presque sûr que dans l'heure qui va suivre, vous allez la remettre de l'autre côté sans même vous en rendre compte. Tout simplement parce que notre cerveau, il est programmé pour éviter de prendre trop de décisions dans la journée. Il essaie d'alléger son travail en mettant des habitudes. Et une habitude, c'est difficile à changer. Quand on a du changement qui arrive, ça peut mettre en place des incertitudes. Il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir aussi des changements peut-être de métier, des nouveaux métiers, certains qui vont peut-être disparaître. Ça a été le cas dans l'entreprise que je vous présente dans cette transformation. On a commencé à embarquer du coup tous les chefs de projet qui vont devenir des PO par la suite. Donc leur métier évolue. Pourquoi on met de l'accompagnement? Déjà, d'une part pour l'engagement. Il faut qu'on puisse s'engager, mais dans les deux sens.
Déjà, il faut que le management s'engage à donner les moyens aux personnes dans les équipes de pouvoir elles-mêmes s'engager dans la transformation. Et ça, c'est très important. L'autre point, c'est parce qu'en fait, on travaille sur de l'humain. Donc, les émotions, on doit les prendre en compte. Qu'il y ait des insécurités, qu'il y ait des craintes ou juste du flou qui se met en place, les changements qui sont profonds, ils sont pas faciles pour l'être humain. Il faut prendre en compte les personnes, les écouter et les accompagner. Donc ça, c'est vraiment le tout début. À mon sens, la première étape, la première chose à faire dans notre transformation, c'est d'établir, de co-créer même un plan de transformation. Quand le management peut-être a l'idée de cette transformation, le temps que la vision n'est pas claire et qu'on ne peut pas la partager clairement, si vous commencez à en parler à toutes les équipes tout de suite et que vous changez d'avis toutes les 2 semaines, vous allez encore plus les perdre et créer peut-être encore plus de stress au sein des équipes. Donc l'idée, nous, ce qu'on a fait, c'est de pouvoir impliquer quand même les équipes, mais d'abord dans une moindre mesure jusqu'à ce que notre plan soit clair. Donc on a co-créé le plan de transformation avec tous les chefs de projet et tout le management du département. On l'a fait avec du design thinking. On a pris toutes les étapes. Ça veut dire qu'on a commencé par une phase d'empathie. Donc, j'ai pu interviewer une à une toutes les personnes déjà. Donc, ce que je vous ai pas dit, c'est un département d'environ 150 personnes. Donc, on avait 18 équipes, même un petit peu moins au début, 18 équipes environ. Donc, j'ai pu interviewer tous les chefs de projet ainsi que le management pour qu'on soit vraiment clair sur notre contexte. Les personnes dans les équipes, elles savent ce qui se passe. Donc, sur notre contexte et sur où on voulait aller. On est passé également par des ateliers. Donc, on a fait des ateliers de co-création, des ateliers de projection. Tout ça pour mettre en place donc notre plan de transfo. Le plan de transfo, bien sûr, c'est notre vision. Ça ne veut pas dire qu'on fait un plan semaine par semaine. L'objectif, c'est juste d'avoir une vision claire de où on va pour pouvoir le partager à l'ensemble du département. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et bien sûr, ensuite, on a impliqué toutes les équipes, là, tout le monde, pour pouvoir voter ce plan, s'il était bien clair, s'il y avait des questions ou des choses à revoir. Ça a été notre première étape. Donc, c'est ce qu'on a fait. On continue. Donc, là, notre étoile, elle continue à accréter de la matière. Pourquoi on a fait ce plan? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà, c'est pour donner de la vision. Donc, ça, c'est le premier point, mais aussi pour être en transparence. Ces 2 points, ils sont très importants parce qu'on veut créer de la confiance. Je crois que d'autres personnes en ont déjà parlé aujourd'hui dans d'autres conférences, mais la confiance, c'est le point central dans cette transformation. Si vous n'avez pas de confiance, vous n'arriverez pas à co-créer. Et là, en l'occurrence, dans l'entreprise dans laquelle, du coup, j'ai pu intervenir, on avait un problème de confiance qui était dans les 2 sens. Le management ne faisait pas confiance aux équipes, enfin en tout cas aux chefs de projet dans la création du plan de transfo. Ils se disaient OK, on va leur donner du temps, mais ils vont le faire à l'arrache comme ça, ils vont pas mettre de l'importance. Et les chefs de projet, dans l'autre sens, ils faisaient pas confiance au management en se disant nous, on veut bien prendre du temps, on veut bien mettre de l'énergie, mais si le management a déjà un plan de transfo et qu'en fait, ils veulent juste le faire passer en nous faisant croire qu'on est impliqué, ça sert à rien. Donc ça a été vraiment important. Pour moi, on a pris du temps pour ça. Sur le plan de transfo, on a mis presque 6 mois en tout à faire donc toutes les étapes pour comprendre toutes les personnes, pour le co-créer, pour le voter, avant de pouvoir le déployer, et donc créer cette base de confiance pour en fait partir sur une base qui est stable. Si on part sur quelque chose qui n'est pas stable, ça va s'écrouler par la suite. Donc là, vraiment, on voulait stabiliser le début de notre transformation pour co-créer ce plan. OK? Donc, on va pouvoir déployer ce plan de transformation. Qu'est-ce qui se passe pour notre étoile? Pour notre étoile, du coup, là, vous voyez, elle est passée à un autre stade. C'est ce qu'on appelle le stade Tétoré. Donc, notre étoile, elle était en train d'accréter de la matière. Donc, elle a accrété des nouvelles connaissances, peut-être des nouvelles manières de faire, un nouveau mindset, plein de choses. Elle était en train d'accréter donc dans la matière autour. Hein. Tout est déjà là, on l'a dit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 jets très collimatés qui sortent de l'étoile. C'est des jets de matière. Hein. L'étoile, éjecte de la matière de manière très collimatée et très, très rapide. Ça part très loin. C'est des choses qu'on voit très bien au télescope. Donc, vous allez peut-être me dire, OK, donc là, on est en train de prendre des nouvelles connaissances, peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans la transfo, et là, d'un coup, on les éjecte. Alors non, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe là, en fait, c'est le début du test and learn. En fait, on va commencer à déployer
notre plan de transfo, à tester des nouvelles manières de travailler. Et ce qui marche bien, en fait, on va le garder, il va se consolider dans l'étoile. Et ce qui marche moins bien, on va tout simplement l'enlever, ce qui ne va pas ni avec la culture d'entreprise, ni avec le contexte en fait de l'entreprise. Et c'est là du coup que le coaching va commencer, donc le coaching agile, à se mettre en place. Au début, on avait déjà un accompagnement, on était plus sur de la conduite du changement, comme on le disait, les changements ils sont profonds. Une fois qu'on a notre plan de transfo, qu'on a fait du coup une conduite du changement, on va pouvoir passer au coaching, mais pas que des équipes. On va aussi coacher le management. Alors le coaching du management, dans les faits réels, il a commencé un peu avant, il a commencé même dès le début. Pourquoi on va coacher le management? Tout simplement parce qu'on l'a dit déjà tout à l'heure, si le management ne donne pas les moyens ou s'il n'arrive pas à déléguer ou à faire confiance, on ne part pas forcément sur des bonnes bases dans cette transformation. Du coup, on est passé par exemple par du management 3.0. C'était notamment important dans le cas précis avec le responsable du département qui avait l'habitude en fait de vraiment tout gérer et qui pouvait avoir peut-être du mal à déléguer. Donc, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur les mindsets parce que si on se place vraiment dans ce REX, au tout début, le management avait réellement un plan déjà en tête qu'il voulait faire passer. Donc, les chefs de projet, ils n'avaient pas totalement tort. Mais dans le coaching du management, on a un mindset qui a évolué et où la confiance a commencé à se mettre et on a pu réellement co-créer. Et ça, c'est important. On ne co-crée pas juste sur le papier. Le but, c'est de réellement co-créer. Bien sûr, quand on a commencé à mettre en place ce plan de transformation, on a aussi coaché les équipes. Là, dans le cas actuel, le nombre d'équipes au début était plus faible qu'à la fin. On avait des équipes parfois de 20 personnes. Donc, en fait, on a vraiment un peu restructuré aussi le département pour avoir des équipes, entre guillemets, des équipes agiles, donc qui soient à un nombre pas trop élevé non plus. On s'est bien sûr adapté à l'entreprise, à sa culture. Donc, on a limité à 10 personnes dans les équipes. Et on a commencé à les coacher pour que... Tout simplement parce qu'on avait des niveaux très hétérogènes. On avait des équipes qui connaissaient déjà bien l'agilité, qui en avaient déjà mis en pratique, des personnes qui connaissaient pas du tout. Donc, par quoi on est passé? On est déjà passé par des formations, en fait, pour leur montrer, voilà déjà ce qui existe, ce dans quoi vous pouvez piocher, et aussi par des ateliers. Donc, les ateliers de co-création, des ateliers aussi de communication. Pour les nouvelles équipes, on a fait des canevas d'équipe. On a travaillé pas mal avec ProcessCom aussi, pour qu'on puisse tous bien se comprendre dans l'équipe. Et du coup, les ateliers de co-création, comment on va travailler? Un des messages que j'ai envie de donner dans cette conférence aujourd'hui, c'est que je suis pas vraiment pour le fait de prendre un framework et de le dérouler. Si on force les équipes dans un framework et lui dire aujourd'hui tu dois faire du Scrum, aujourd'hui tu dois faire du Kanban, on va forcément se prendre un mur. Les équipes, elles savent au fond d'elles ce qui est bon en fait pour elles. Donc moi, ce que je leur propose justement avec les formations puis les ateliers, c'est déjà de leur donner des billes, en fait, de leur dire, voilà, il y a déjà tout ça qui existe, vous pouvez les tester, voir qu'est-ce qui marche pas, mais aussi vous pouvez proposer des choses. Et je trouve que c'est très important, en fait, que les équipes aient la main sur la manière dont ils vont fonctionner, donc sur leur co-création. Donc pour ça, il faut aussi leur laisser du temps. Je pense que, d'ailleurs, le coaching du management va aussi sur ces points-là. Il faut que les entreprises, le management d'entreprise aient conscience qu'une transformation, elle va pas se faire en un mois, surtout sur des grands départements, des grandes entreprises. Il faut donner du temps. Et en fait, le temps et la confiance que vous allez donner dans votre transformation va aussi faire sa qualité. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces points-là. Et d'autant plus, si on prend des petites anecdotes, on n'est jamais à l'abri de bonnes idées, en fait. Je vois au tout début, forcément, le management avait quand même envie d'imposer certaines choses, par exemple, rendre obligatoire les daily meetings. J'ai coaché pas mal d'équipes, du coup, parce qu'il y en avait quand même 18. J'ai pu coacher pas mal d'équipes sur 2 ans là-bas, et j'ai eu un peu un schéma qui s'est répété, que j'ai vu plusieurs fois. C'est quand au début, on forçait du coup un peu les équipes. La première rétro, on n'y manquait jamais. Une des premières actions qui était proposée, c'était de supprimer les daily meetings. OK. J'avais pas envie de les forcer là-dedans. Je leur ai dit, OK, est-ce que vous avez d'autres choses à proposer? Donc, j'ai laissé les équipes tester. Il y en a qui ont testé des choses qui, au final, ont super bien marché et en fait, ils ont eu des bonnes idées. Et d'autres qui ont testé peut-être d'autres choses. Au final, leur daily meeting s'est mis à durer 1 heure, sauf que leur problématique de base, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Donc, un daily meeting qui prenait encore plus de temps qu'avant, finalement, ils sont repartis sur des formats un peu plus standards où ils ont vu l'intérêt en testant. Parce que c'est ce qui convenait le mieux à leur équipe. Mais pour d'autres, ils ont
co-créer d'autres manières de faire et ça marche très bien aussi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc nos équipes, notre management, et là, donc notre département, il est dans sa phase de test and learn, on déploie notre transfo et on coach les équipes. Elles sont dans du test and learn jusqu'à trouver un certain équilibre. Qu'est-ce qui va se passer quand là, notre étoile, elle va trouver un équilibre? Eh bien, une première stabilité. En fait, là, on assiste à la naissance d'une étoile. Avant, c'était pas une étoile encore. Elle n'avait pas encore déclenché les réactions nucléaires qui faisaient qu'elle avait cette stabilité. Elle s'écroulait sur elle-même, elle a créé de la matière. Là, on a une étoile qui est stable. Cette première stabilité, elle implique plusieurs choses. Déjà, on a des personnes et des équipes qui sont responsables et qui sont impliquées parce qu'elles sont là dès le début dans cette transformation et on leur a laissé la place de s'exprimer et d'expérimenter. Ensuite, on a des équipes qui marchent du coup en itération et qui sont sur de l'auto-organisation. Donc, on a cette stabilité qui peut perdurer parce qu'on va tout le temps itérer, voir ce qui va bien ou pas et on a des équipes qui sont autonomes. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? On a une étoile. Du coup, qu'est-ce que ça fait une étoile? Eh ben, elle va rayonner. Donc, comme le soleil, hein, notre étoile, elle rayonne. Et ce que je vous ai pas dit au début, je sais pas si vous êtes demandé aussi comment se déclencher les instabilités gravitationnelles dans la nébuleuse. Eh ben, qu'est-ce qui peut le déclencher? C'est le rayonnement. Ça veut dire que là, notre étoile, ici on est sur un département, il va rayonner. Ça veut dire que déjà les personnes vont pouvoir en parler autour. On peut faire des rex. Il y a aussi, je sais qu'on a fait venir par exemple d'autres entreprises qui avaient peut-être des transformations agiles depuis plus longtemps, qui sont venus aussi d'en dire voilà, nous qu'est-ce qui a bien marché, moins bien marché. Ça veut pas dire qu'il faut reprendre ce qu'ils ont fait de A à Z et le refaire, hein. On est sur des entreprises différentes, donc avec une culture différente, un contexte différent, mais ça veut dire qu'on peut s'inspirer et aussi ça va donner du mouvement. Donc en fait, le fait d'avoir ce rayonnement, eh ben ça va aller répliquer et notre transfo va pouvoir donc grandir au sein de cette entreprise. Et après, on a on a une étoile, notre département. Qu'est-ce qui se passe après? Déjà, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Donc, par exemple, là, on disait, on a accompagné les équipes, le management, et on nous dit, bon, bah, merci, salut, et on s'en va comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui peut se passer si l'entreprise continue pas dans cette lancée? Déjà, il y a un premier risque, c'est si les personnes qui accompagnent partent trop vite alors qu'elles étaient très présentes dans les équipes, ça peut les déstabiliser. C'est possible. Aussi, comme on disait, les habitudes, elles peuvent avoir la vie dure, donc on peut aussi avoir un effet un peu de ressort, où hop, on revient petit à petit à la manière dont on fonctionnait avant. Et surtout, si on n'est pas sur de l'amélioration continue et si on ne garde pas du coup ce moteur en fait qui est autosuffisant qu'il y a dans les étoiles, eh ben peut-être que dans 5 ans ou plus ou moins, on se retrouve à devoir refaire une transformation parce que notre organisation est redevenue obsolète, parce qu'en fait on a arrêté de bouger, on a stagné. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire après? Déjà, on peut se poser la question de la maturité des équipes. On les a accompagnées. Est-ce que déjà ces équipes, on peut les laisser? Est-ce qu'on a eu le temps de toutes les coacher ou pas? Là, je vous parle d'un cas où il y avait 18 équipes, on était 3 coachs. Là, j'ai pas dit, on était 3 coachs agiles. Il y avait donc 18 équipes. On n'a pas pu toutes les coacher en même temps. Donc, bien sûr, on les a priorisées par rapport à peut-être une qui pouvait se sentir mal à un moment ou qui avait un point de difficulté et qui avait besoin de coach à ce moment-là. D'autres qui n'avaient pas forcément besoin. Mais déjà, faire ce point, est-ce que les équipes, c'est bon, elles sont autosuffisantes, auto-organisées et on peut les laisser? Ça, c'est la première question à se poser. Un deuxième point qui peut se poser, mais là aussi, suivant la taille de l'entreprise, est-ce qu'une agilité à l'échelle serait pertinente ou pas? Dans le cas de l'entreprise dont je vous parle, c'est ce qui s'est passé parce que c'est sur toute la France. Et aussi parce qu'il y avait beaucoup de dépendances entre différents départements. Donc, ça a été utile de lancer l'agilité à l'échelle, donc déjà dans le département, et puis avec un socle donc beaucoup plus grand, donc c'est sur la France entière. C'est une question qu'on peut se poser. Un autre point que j'ai envie d'évoquer, c'est par exemple de revoir, après 1 an, qu'est-ce qui s'est passé. Nous, c'est ce qu'on a fait dans l'entreprise que je vous évoque. On a fait une revue après 1 an. On est reparti sur du design thinking et on est venu vraiment poser la question. On l'a fait sous différents ateliers.
Les premiers ateliers, on a d'abord pris, parce qu'on parle de 150 personnes, hein, et c'est moi qui traite les datas, et je voulais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, on a d'abord fait des ateliers avec tous les PO, PM, SOE et Scrum Master qui pouvaient déjà s'exprimer pour leur équipe, comment ils se sentaient après un an, quelles étaient peut-être leurs victoires, leurs difficultés, leurs obstacles qui restent et surtout leurs propositions d'amélioration. On a commencé comme ça. Ensuite, donc là, c'était vraiment à l'oral avec tout le monde, pas individuel. Et ensuite, on l'a ouvert, mais là plutôt à l'écrit, parce que c'est compliqué d'aller interroger 150 personnes sans que ça prenne 6 mois, pour qu'ils puissent s'exprimer également, ajouter des choses et surtout ajouter des propositions d'amélioration dans l'amélioration continue. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a fait une plénière avec tout le monde. Donc, c'était pendant le premier confinement. Donc, à distance, on a fait une plénière à distance et tout le monde a pu voter. On a priorisé. On a gardé les 10 premières propositions, les plus votées. Et on a fait un plan. On les a détaillés et tout le monde a pu s'investir dessus. Toutes les personnes qui voulaient se mettre sur un des projets pouvaient. Et donc ça, c'est un projet qui est toujours en cours. On a le suivi. Et donc, peu importe que la personne soit dans telle ou telle équipe, dans le management ou pas, tout le monde peut s'impliquer. Où je veux en venir avec ça, c'est justement sur l'amélioration continue. À mon sens, pour que votre transformation elle soit pérenne dans le temps, c'est toujours d'avoir cette amélioration continue, toujours se remettre en question et d'écouter en fait toutes les personnes qui sont dans les équipes. Pour terminer cette présentation, je vais faire un dernier point sur la diversité. Vous voyez là, vous avez plusieurs types de galaxies. Je vous ai parlé d'une galaxie spirale, mais il y en a plein d'autres qui existent. Ce que j'ai envie de vous dire à travers ça, c'est que toutes les entreprises sont différentes, les contextes sont différents. Ce qui marche chez une entreprise A ne va peut-être pas marcher chez l'entreprise B. Et c'est important, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que des frameworks, il y en a plein, il y a plein de méthodes agiles. C'est bien de s'en inspirer, d'aller tester des choses. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste, voilà, c'est d'explorer, d'aller les tester et de co-créer la manière dont vous voulez fonctionner. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, j'ai envie juste de vous dire d'explorer. Et je vais terminer avec un tout petit point. Si vous avez envie de partir dans un prochain voyage avec Marie, on ne voulait pas vous laisser sans rien. On voulait vous créer, au début, on voulait vous créer un petit goodies, mais du coup, on est à distance. Du coup, on vous a créé une rétro. Donc, vous pouvez la télécharger. Vous avez juste à cliquer, vous aurez un lien pour la télécharger. Donc, c'est une rétro cosmique, entièrement illustrée encore par Marie. Elle est très basique, elle a pour but que tout le monde puisse se l'approprier. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi un compte Instagram qui est relié avec pas mal de choses sur ProcessCom ou d'autres choses sur l'agilité. Voilà, n'hésitez pas à l'utiliser et à nous faire vos retours, on sera vraiment ravis. Voilà, merci à tous et je vous donne le lien du rôti pour ceux qui veulent et si vous avez des questions, je vais venir voir aussi. Alors, il y a des questions dans le Q&A. Si vous voulez monter sur scène, vous pouvez lever la main et moi, je vous permettrai de monter sur scène. N'hésitez pas, on ne mange pas. On est loin en plus. Après, pour ceux qui ne veulent pas monter sur scène, je peux aussi prendre les questions pour juste nous le dire. Il y a quelqu'un qui veut monter. Super. Alors, je t'ai fait monter, ça va marcher? Merci pour cette belle excursion cosmique. Moi, j'avais mis comme question, c'est qu'est-ce qu'on t'a parlé au début de recréer la confiance? Parce qu'il y avait un manque de confiance entre les managers qui disaient mais ils vont faire n'importe quoi si on laisse décider, et les chefs de projet qui disaient mais de toute façon c'est déjà décidé, donc à quoi ça sert qu'on s'implique? Vous avez fait quoi concrètement pour éviter ce conflit et le dépasser? Alors, en l'occurrence, il y avait un conflit. Très honnêtement, le premier atelier de co-création, on a des personnes qui sont parties, qui nous ont dit « je ne suis pas là pour jouer ». Au début, il y avait un vrai conflit. Ce qu'on a fait, vraiment, déjà, on a essayé de mettre en place de la communication. Oui, je crois qu'il y a un écho, c'est ça? Tu es en mute, Isabelle. On ne t'entend pas, Isabelle. Coupe ton micro, Arnaud, sinon ça fait de l'écho. Désolée. Du coup, en pratique, déjà, on a remis de la communication et on a fait des projections. Par exemple, on a travaillé avec peut-être un outil que vous utilisez, enfin, vous connaissez, c'est l'arbre à personnages. Et on a fait deux types de sessions. Des sessions où on n'avait pas le management,
parce qu'on sentait qu'il y avait une pression et où les personnes ne pouvaient pas s'exprimer librement. Donc, on a fait des sessions pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et après, on a fait des sessions ensemble, justement, de projection. Comment on se sent aujourd'hui? Comment on aimerait se sentir dans 1 an? Et on a vraiment essayé de mettre une communication le plus libre possible, sans qu'il y ait sans qu'il se fasse taper dessus derrière, en fait. Je pense il faut être clair, il faut être transparent dessus. C'est que le management s'est engagé. Et surtout, il a tenu ses engagements. Et en fait, au fur et à mesure où les équipes ont vu que le management tenait ses engagements, il y a une confiance qui s'est remise. Et inversement, quand le management a vu que les groupes de co-création co-créaient réellement, qu'ils écrivaient pas juste, par exemple, qu'ils n'essayaient pas de mettre des bêtises à la place juste pour faire tomber le projet, ce qui est arrivé à la toute première séance. Ceux qui étaient restés, on sentait qu'il y avait une vraie tension. Petit à petit, ça s'est mis en place, mais il n'y a pas de secret. Il faut de la communication et du temps. Et petit à petit, ça s'est fait. Mais il y a eu beaucoup de travail côté management aussi, parce que au début, ils voulaient faire passer un peu les trucs sous le tapis. Ils ont compris petit à petit aussi. Il y a eu un mindset qui a vraiment évolué. Au bout d'1 an, le changement, par exemple, du responsable de département entre 1 an avant, 1 an après, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y avait peut-être d'autres personnes qui voulaient monter. Je vais peut-être prendre les questions que je vois aussi. Je vois qu'il y a une question. Ah ouais, n'hésitez pas à lever le... la main. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Alban, merci pour la présentation. Tu m'entends? Oui. Donc, c'est juste pour faire le relais d'une des questions que j'ai posées là sur la question-réponse. J'ai l'impression que tu as mis beaucoup de collaboratifs au niveau de prendre des décisions sur le plan de transformation. Concrètement, je voulais que tu expliques un peu plus en détail quel outil tu as utilisé, combien de plans de transformation étaient proposés. Est-ce que c'était vraiment tout détaillé, tu faisais voter à chaque fois? C'était, je sais pas moi, 3 scénarios qui étaient proposés et puis il y avait un vote par personne, ce genre de choses j'aimerais que tu détailles. D'accord. Alors, en effet, il y a eu de la logistique derrière, je ne dis pas le contraire, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a dû reformer un peu les équipes, et il y en avait 18. Donc, on a fait une liste déjà de tous les besoins. On a fait une liste de tous les besoins, de tous les outils qu'ils pouvaient utiliser. Ça, déjà, on a tout listé en amont. Et ensuite, on a fait des sous-groupes dans les co-créations. Donc, ceux qui ont vraiment participé au plan, aux différents plans, c'était à ce moment-là donc les chefs de projet et le management. Au tout début, on parle. Et eux, ils ont fait les premières trames. On les a mis en sous-groupe, donc il y avait, il me semble, 6 propositions. Il y avait 6 plans différents qui étaient possibles. Donc, vu que dans chacun, ils avaient mis les équipes différemment, ça pouvait être très vite brouillon. Donc, ce qu'on a fait, honnêtement, j'ai beaucoup utilisé Klaxoon, énormément utilisé Klaxoon, et j'ai créé un arbre, vraiment. J'ai fait un gros format avec un arbre, et sur chaque branche, en fait, j'ai mis, chaque groupe de branches, les 6 propositions, et je les ai reliées. En fait, je leur ai montré quelles étaient les différences entre chacune. On a mis dans le tronc de l'arbre tout ce qui était commun. Parce que déjà, il y avait une base qui était commune à tous, tout le monde était d'accord. On a pris ça et après, on a différencié chacune pour qu'on puisse faire le vote. Et aussi, à ce moment-là, le management a présenté les contraintes qu'il pouvait y avoir dans le département. Parce qu'il y avait des choses qui pouvaient peut-être pas marcher d'un point de vue technique, parce que là, je l'ai pas dit, mais on était dans de l'infra. Donc, en plus, pas des développeurs. Il pouvait y avoir des crises, il y avait du run. Donc, il y avait certains outils, par exemple, qui pouvaient pas fonctionner entre eux, des choses comme ça. Ça, on avait les contraintes claires. Et donc, on a vraiment fait un travail de visualisation. Et après, on a fait différents types de votes, beaucoup sur Klaxoon. Après, on a gardé celui à la majorité. Et à chaque fois qu'on avait les votes, on gardait un temps d'expression aussi. Et on faisait des votes de confiance. Est-ce que vous pensez que ça pourra marcher dans les faits? Voilà, donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Du coup, combien de personnes? Je voyais dans la parenthèse. Il devait à peu près avoir 40 personnes sur la co-création.
Je vois aussi, je prends un petit peu les questions qui dans les 4 minutes qui nous restent. Je vois sur le côté, est-ce que j'ai utilisé l'algorithme de la constellation pour expliquer la transfo ou est-ce qu'elle arrivait après coup? L'astrophysique, ça me tient encore à cœur, donc c'est vrai que parfois j'utilise l'univers de l'astrophysique pour des ateliers. Je trouve que ça permet de sortir de son contexte habituel et d'oublier peut-être ce qu'on a vraiment l'habitude pour penser un peu différemment. En l'occurrence, là, non, je l'ai pas utilisé. Cette idée de conférence, ça fait 1 an en fait que je l'ai en tête. Je voulais juste relier mes 2 passions dans la vie et essayer de vous faire voyager. Donc c'est venu après coup. Et la dernière question que je vois... J'ai quelqu'un qui va monter. Oui. Bonjour Alban. Je crois qu'Isabelle revenait. Voilà, j'ai été invité là. J'ai une question en fait sur finalement pour cet accompagnement, cette transformation, ça représente combien d'heures d'accompagnement si on compte toi et puis tous les autres qui intervenaient dans cet accompagnement? C'est une bonne question. Alors, si on prend du début à la fin, donc vraiment le contexte au tout début quand il n'y avait encore rien, jusqu'à maintenant il y a même 20 équipes en l'occurrence aujourd'hui, 20 équipes qui ont fini d'être coachées dans les grandes lignes, quasiment fini presque. Donc il y a eu un peu moins de 2 ans. Donc il a fallu un peu moins de 2 ans. Au début du coaching, on était 3 coachs. Aujourd'hui, je suis la seule. Enfin, j'étais la seule à la fin. Moi, je suis à temps plein. Pendant 1 an et demi, on va dire, j'ai été à temps plein sur la transfo. Voilà, pour 150 personnes en tout. Donc je saurais pas te dire en termes d'heures typiquement, mais il faut bien 1 an et demi. Et c'est ce qui fait qu'elle tient, parce que au début, le management voulait qu'en 1 an tout soit terminé. Oui. Et est-ce que c'est difficile de faire accepter justement un tel investissement pour cette transfo et comment tu justifies le retour sur investissement d'autant d'heures investies dans l'accompagnement? C'est une très bonne question. C'est difficile au début. Je pense que c'est pour ça que le management, il voulait qu'en 1 an tout soit terminé. Ils en étaient persuadés. En fait, ils ont vu déjà l'évolution petit à petit, qu'il faudrait du temps et ils voulaient pas non plus que tout ce qu'ils avaient investi se casse la figure du jour au lendemain, je pense. Aussi, on a vraiment clarifié leurs objectifs derrière, donc ils avaient des objectifs forts. Je pense que c'est important. Et justement, on a fait venir d'autres entreprises. On a fait un peu une sorte de safari, si on peut dire ça comme ça, qui leur ont présenté et combien ils ont mis de temps. On avait, je vais peut-être pas les citer, je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais voilà, des grosses entreprises où ça faisait 6 ans qu'ils se sont lancés dans l'agilité. Ils ont dit, bah voilà, nous a fallu bien 3 ans pour que tout ça se soit en place. Et là, ils ont réfléchi. Et on a fait des REX aussi avec eux en interne. REX au bout d'1 an, au bout de 6 mois. Et je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, ils voient les résultats justement de par les REX et le 1 an que j'avais présenté tout à l'heure. Parce qu'on a fait le 1 an, j'en ai fait un livrable qui fait quand même 35 pages, mais que j'ai fait vraiment très visuel, exprès. Et on voit en fait les avancées dans les équipes. On voit les résultats aujourd'hui. Alors, pas tout est parfait, hein. Il reste encore des obstacles. Mais ils ont quand même bien avancé. Ils avaient des objectifs de run zéro crise, des choses comme ça, qui ont été satisfaits malgré même le confinement qui a eu lieu au milieu. Super, merci. Je ne sais pas s'il restait peut-être une question. Il reste quelques questions, ouais, et j'ai plus personne qui est là. 1 minute. Je vois qu'il y en a une de Laetitia peut-être. Je vois donc la motivation des personnes. Est-ce qu'elle est retombée au cours de la transformation pour donner de l'élan? Alors oui, il y a des moments où j'avais travaillé au début en sociodynamique, donc je dis pas que c'est une science exacte, hein, mais ça nous avait permis de voir vraiment les personnes qui étaient vraiment moteurs, celles qui étaient aussi critiques, ça veut dire qu'elles vont être constructives, et les personnes qui étaient déjà en fait bloquées, qui ne voulaient pas, qui acceptaient pas la transfo. Dans les personnes qui étaient vraiment là comme moteur de la transfo, à des moments c'est retombé parce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres aussi. Comment on a fait pour redonner de l'élan? Je pense que déjà, par exemple, il y a quelques temps, pendant le premier aussi confinement, on a perdu un peu d'élan parce que les équipes avaient beaucoup l'habitude de bosser ensemble et de les séparer aussi longtemps, ça a été très difficile pour elles. Et par exemple, on a mis une sorte de team building géant, entre guillemets, pour 150 personnes qui étaient sur presque 3 semaines.
Alors, ça veut pas dire qu'ils étaient tout le temps en team building, c'était des défis un peu qui arrivaient comme ça, qui prenaient pas beaucoup de temps et où les équipes pouvaient participer ou non. Et en fait, on a vraiment recréé du lien entre, et je pense que ça les a remotivés aussi parce qu'ils ont vu que le management leur donnait, enfin, ils ont fait remonter le point comme quoi ça allait pas bien et le management a pris des décisions et a mis en place des choses. Et c'est cette confiance-là, en fait, c'est quand le management prouve ses paroles. Et justement, les moments où on a peut-être eu des soufflets qui sont retombés, c'est quand le management a un peu retourné dans l'autre sens et l'a pas joué à l'envers, mais a recommencé un peu comme avant et ils l'ont senti. Donc après, il y a pas non plus de miracle. Je pense qu'à des moments, il y a des baisses. C'est pas tout lisse. Voilà, la conférence est donc terminée.